Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'édition Vox News de ce vendredi 15 juillet 2016. Dimanche, Kigali accueillera le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. L'organisation panafricaine placera au cœur de ces discussions la crise traversée ces derniers jours au Soudan du Sud. Plusieurs centaines de personnes, civiles et militaires, sont décédées entre le 8 et le 11 juillet suite aux affrontements à Djouba entre les forces loyales au président Salva Kiir et les anciens rebelles, fidèles au vice-président Riek Machar. 36 à 42 000 personnes auraient également fui le pays depuis. Lors de son sommet, l'Union africaine verra aussi le retour du Maroc. Le Royaume avait quitté l'Organisation de l'Unité africaine il y a près de 32 ans, en novembre 1984. Le roi Hassan II n'avait pas accepté l'admission de la République arabe sahraoui démocratique au sein de l'institution. Également prévu à l'ordre du jour des discussions du sommet de l'UA, la création d'un passeport africain unique. Le document devrait permettre d'ici 2020 un accès sans visa aux 54 pays membres de l'Union africaine. Au-delà des discussions au sommet de l'UA, et malgré le respect du cessez-le-feu demandé lundi soir par Salva Kiir et Riek Machar, les Nations unies craignent l'éventualité d'un retour des violences au Soudan du Sud. La situation de tension affecte également les pays limitrophes comme l'Ouganda. À Nimulé, où les militaires ougandais continuent d'évacuer leurs ressortissants bloqués de l'autre côté à Djouba, les chauffeurs routiers restent eux très ralentis. Jeudi encore, le seul moyen de franchir la frontière était, pour une cinquantaine de camions ougandais, de se faire escorter par les soldats et véhicules blindés qui assurent la sécurité de la route vers Djouba. Principale inquiétude pour les camions-citernes, selon le chef d'état-major de l'armée de terre ougandaise, ils sont la cible particulière de bandits qui profitent de l'instabilité récente. Ce matin, on a vu des soldats traverser depuis l'Ouganda vers le Soudan du Sud. Et après ça, après environ 5 heures, ils nous disent maintenant que les camions-citernes doivent repartir en Ouganda, à 25-30 km. Donc ils nous disent qu'on peut se faire attaquer à tout instant. Les camions-citernes sont un danger. Quand vous allez là-bas, au Sud-Soudan, il y a des vols. Ils ont des armes et ils tirent. Certains chauffeurs se sont fait tout voler. Leur argent, tout leur a été volé sur la route. Autre pays voisin du Soudan du Sud a évacué ses ressortissants, le Soudan. Khartoum a démarré ce vendredi une série de rapatriements aériens. Un premier groupe de 76 personnes ont pu rejoindre leur pays, prioritairement des femmes, des enfants et des personnes âgées. D'autres vols ont également été spécialement affrétés dans la journée pour compléter les rapatriements des ressortissants soudanais bloqués au Soudan du Sud. Plusieurs centaines d'entre eux sont des négociants ou encore des personnels d'organisations non gouvernementales. La situation des réfugiés reste également précaire au Rwanda. Après le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya, la jeune Malala Yousafzai a rallié Kigali mercredi. À tout juste 19 ans jeudi, la plus jeune prix Nobel de la paix de l'histoire a visité le camp de réfugiés de Mahama, dans l'est du Rwanda. Elle y a rencontré des réfugiés burundaises. Pour la jeune Pakistanaise, l'objectif de ces visites est d'attirer l'attention de la communauté internationale afin de soutenir l'éducation des jeunes filles de ces camps. C'est mon 19e anniversaire et chaque année je décide d'aller dans un pays où les filles sont confrontées à des problèmes. Et cette année j'ai décidé de me rendre au Kenya et au Rwanda et de parler à toutes les filles qui sont réfugiées et qui sont confrontées à de nouveaux problèmes comme l'éducation, les violences sexuelles et d'autres problèmes importants. Je sens que c'est notre responsabilité d'attirer l'attention de tous les dirigeants du monde sur ces enfants réfugiés. Ma demande, au nom de ces filles, est donc que tous les donateurs internationaux et tous les pays fassent de l'éducation la priorité absolue et qu'ils investissent auprès des enfants réfugiés qui sont l'avenir. C'est nécessaire si vous voulez voir la paix dans tous les pays qui entrent en conflit. Le Burundi, par exemple, comment le Burundi peut progresser et réussir dans l'avenir si sa génération future n'est pas éduquée ? C'est un immense honneur pour nous et pour les réfugiés d'avoir une fille qui se bat tellement pour l'éducation, qui forge l'avenir des réfugiés. En ce qui nous concerne, nous souhaitons que cette visite permette de mobiliser davantage l'opinion publique en faveur des réfugiés, de manière générale au Rwanda, mais en particulier des réfugiés burundais. Oui, les réfugiés continuent à arriver parce que la situation ne s'est pas améliorée au Burundi. Donc les réfugiés continuent d'arriver, pas en grand nombre comme par le passé, mais quand même. Je crois que l'incident de mercredi où un membre du Parlement a été froidement assassiné n'encourage pas le retour des réfugiés.
Après les divers appels à la grève générale du pasteur Evan Mawarire au Zimbabwe, la mobilisation contre le régime autoritaire du président Robert Mugabe se poursuit. Jeudi, c'est depuis l'Afrique du Sud qu'une centaine de membres de la diaspora zimbabwéenne ont manifesté. Rassemblés devant l'ambassade du Zimbabwe à Pretoria, les protestataires ont réclamé la démission pure et simple de M. Mugabe. Nous sommes ici en tant que Zimbabwéens de Hawks pour envoyer un message clair à Robert Mugabe et au gouvernement. Nous disons trop c'est trop. Nous en avons assez de Mugabe au Zimbabwe, dans notre pays. Nous voulons reprendre le contrôle de notre pays. Nous en avons assez de vivre loin de nos parents et de nos grands-parents. Mugabe nous a promis 2 millions d'emplois durant les élections. Au lieu de cela, nous avons perdu plus de 2 millions d'emplois depuis son élection. Nous disons que cet ambassadeur n'a pas sa place ici. Il n'a pas le droit d'être ici. Nous voulons un nouveau gouvernement avec un ambassadeur légitime qui sera affecté au Zimbabwe pour représenter les intérêts des Zimbabwéens de la diaspora, particulièrement en Afrique du Sud. On ne va pas s'arrêter là. Les choses vont continuer. Nous n'allons pas laisser de répit au gouvernement. On va virer Mugabe et récupérer notre liberté. Quant aux réfugiés ivoiriens, leur retour au pays est souhaité le plus rapidement possible. Le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU et le gouvernement de la Côte d'Ivoire, réunis à Abidjan de mardi à jeudi, ont décidé d'accélérer le rapatriement de quelques 50 000 réfugiés qui ont fui la crise ivoirienne. Leur objectif, mettre en place des solutions durables pour atteindre les 25 000 retours par an. Plusieurs obstacles ont toutefois été mis en relief après la séance des travaux de jeudi. D'abord des freins logistiques, comme la fermeture de la frontière terrestre en Guinée, mais surtout des problèmes politiques. Certains réfugiés ivoiriens du Ghana et du Togo restent réticents à un retour, principalement des partisans de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés annoncent que plus de 200 des 300 000 Ivoiriens qui ont fui leur pays lors du conflit sont déjà rentrés chez eux. 20 000 seraient toujours au Libéria, 7 000 en Guinée, 11 000 au Ghana et 2 000 au Togo. L'État de Côte d'Ivoire attend ses frères et sœurs en exil. Nous devons être ensemble pour construire notre pays, pour conduire notre pays vers les cimes. Et ce n'est pas dans les conflits, ce n'est pas dans les arrestations, ce n'est pas dans les emprisonnements, ce n'est pas dans les... Je ne sais pas, rien ne sera fait. Il faut que ces personnes aient confiance et reviennent, qu'elles n'écoutent pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. Pour le Libéria, il y a plus d'engouement et les gens rentrent. Depuis cette année, il y a eu plus de 16 000 qui sont rentrés. Alors que le Ghana, par exemple, il n'y a que, en dehors des ministres qui sont rentrés dernièrement, il n'y a que 2 personnes qui s'étaient portées volontaires pour rentrer sur les 11 000 que nous avons. Ils ont peur qu'au retour, ils pourront être attaqués par leurs voisins et ils souhaiteraient être plus rassurés. Et il y a quand même aussi, disons-le, un petit groupe qui se dit nous ne pourrions pas rentrer tant que l'ancien président n'est pas de retour. Nous avons aussi estimé qu'il existerait un cas résiduel de réfugiés qui estimeraient que leur retour en Côte d'Ivoire pourrait être compromis et que ces personnes-là décideraient de rester dans les pays d'asile. Donc nous avons aussi mis en place un ensemble d'activités d'intégration locale qui pourraient favoriser l'intégration définitive dans les pays d'asile et favoriser bien entendu dans la dynamique de réintégration en Côte d'Ivoire. Bilan à mi-parcours satisfaisant. Le directeur général du CPC, Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, faisant le point des activités de l'entreprise étatique mardi à Abidjan, a souligné que l'investissement dans son pays a connu une progression au même titre que l'économie nationale. Il est passé de 76 sociétés agréées en 2015 à 103 en 2016, soit une hausse de 36% pour un volume d'investissement de 219 milliards de francs CFA contre 175 milliards de francs CFA à la même période de l'année écoulée. À fin juin 2016, ce sont 30% d'entreprises créées dans le secteur du commerce, 13% dans le BTP, bâtiments et travaux publics, 46% pour les prestations de services, notamment le tourisme et les services aux entreprises, 10% pour les autres secteurs dont la téléphonie, le transport, les industries diverses et 1% pour les mines, l'énergie et l'industrie. En termes de défis, qu'est-ce que nous pouvons donc dire? Aujourd'hui, le premier élément, c'est l'arrivée du CPC aux objectifs du PND. Le PND nous a donné une trajectoire, un objectif. Il faut qu'on puisse donc aller à la transformation sur l'économie par les déchets. Et donc, ces 3 axes s'inscrivent donc dans cette recherche d'arriver de la CPC au PND. Premier élément, c'est donc au niveau du ciblage des pays
par zone économique en fonction des critères suivants. L'expertise, qui sait transformer tant, qui sait fabriquer tant, la capacité de financement, comme je l'ai dit, quels sont les pays qui sont aujourd'hui pourvoyeurs d'idées, les échanges commerciaux de la Côte d'Ivoire, et puis les relations historiques, vraiment, puis les relations commerciales, quels sont le niveau de échanges commerciaux. Le CPC a ainsi enregistré en 2016 la création de 6 664 sociétés contre 4 961 en 2015, avec 13 006 emplois prévisionnels. Les perspectives économiques sont fraudeuses, comme vous avez ces chiffres. L'accroissement de l'attractivité de la Côte d'Ivoire est certaine et constante. Bien sûr, avec la sollicitation plus accrue du CPC, l'environnement des affaires se consolide et s'améliore. La dynamique positive de la Côte d'Ivoire montre que nous sommes sur le chemin de l'émergence. À en croire M. Essi Sesmel, le CPC travaille pour que la Côte d'Ivoire atteigne son objectif en 2018 en se classant dans le top 50 du Doing Business. Il précise par ailleurs que le centre ne restera pas moins motivé dans la poursuite de ses activités qui permettent à la Côte d'Ivoire d'attirer les investissements, d'améliorer l'environnement des affaires et d'appuyer les investisseurs. Amnesty International parle d'arrestations arbitraires et massives de près de 1000 personnes accusées de soutenir Boko Haram. Ces villageois ont ensuite été détenus, torturés sans soins médicaux dans des prisons exiguës et insalubres. À la prison de Maroua, désormais 5 fois plus peuplée que sa capacité originelle, jusqu'à 8 détenus meurent tous les mois et plus d'une centaine de personnes, dont des femmes, ont été condamnées à mort par des tribunaux militaires après des procès jugés inéquitables. Le Cameroun a un état de droit et il est possible de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire la distinction entre les combattants de Boko Haram et les civils et en menant des opérations militaires dans le respect des droits de l'homme. Le porte-parole du ministère de la Défense a assisté à la présentation de ce rapport ce jeudi à Yaoundé. Le colonel Didier Badjek rejette les accusations d'Amnesty International. Il affirme que l'armée camerounaise est professionnelle et qu'elle respecte les règles de la guerre sur le terrain. Donc moi je voudrais dire quand même que c'est une guerre qui est difficile. Il faudrait être sur le terrain et puis savoir l'analyser loin des bureaux climatisés. Nous faisons du travail sur le terrain et l'État, le ministère de la Défense en l'occurrence, a mis quand même des moyens pour pouvoir former le militaire camerounais. Je dois vous dire que de la base, c'est-à-dire au niveau de la formation commune de base, jusqu'à la formation militaire supérieure, eh bien il y a des modules de formation, n'est-ce pas, qui concernent le droit international humanitaire. Et je n'ai jamais eu vent d'une exaction qui a été faite sans que le commandement punisse de la manière la plus exemplaire. Ce rapport est le deuxième du genre depuis le début de l'année. En mars dernier, Amnesty International avait déjà attiré l'attention des autorités camerounaises sur les exactions commises par les forces de l'ordre sur les populations dans la région de l'extrême nord. Mais l'organisation affirme aussi qu'en 2015, les attaques de Boko Haram ont fait près de 500 morts au Cameroun. La gare routière de Vannes à Yaoundé vit une agitation particulière ce mois de juillet. Les départs en vacances sont nombreux, les embouteillages aussi. Les voyageurs descendent régulièrement des véhicules pour regagner les agences de voyage. Les chargeurs sont aux aguets, interpellent et négocient pour que les passagers choisissent leurs agences et pas d'autres. Une fois le choix fait, les voyageurs s'alignent devant les guichets pour acheter leur ticket de transport. Ils doivent fournir une pièce d'identité et la somme requise pour la destination choisie. Le ticket acheté, il faut attendre que les bagages soient rangés et recouverts d'une bâche qui doit les protéger durant le trajet. Pendant ce temps, les responsables de l'agence remplissent et vérifient les bordereaux de voyage. Les passagers sont essentiellement des vacanciers, très heureux d'aller retrouver leurs proches. J'y vais pour passer les vacances et pour un bon séjour. Tout juste que je vais les acheter des chocolats, des bonbons à mes petits neveux, mes petits toutous et mes nièces, quoi. Des noix de coco, la banane, ainsi de suite. Le personnel de cette agence s'active à servir rapidement ses passagers et à juguler le flux de voyageurs. Le rythme a énormément changé. Nous faisons face à une abondance de passagers et puis c'est vraiment... L'attente des voyageurs est rythmée par les commerçants ambulants qui proposent leurs produits et services. Je suis étudiant. Moi, je fais ça juste pour aider les parents à payer la scolarité, donc pour donner un coup de main à la famille, on peut dire. Les rapports entre les commerçants et les passagers sont parfois tendus, mais l'activité reste lucrative. Les passagers, ça se passe bien. D'autres sont parfois stressés à l'attente du bus. Ils deviennent violents, ils vous avancent des mauvaises paroles, ils vous insultent.
Mais tout c'est dans la marchandise, il faut être très calme, posé. Tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu fais. Par jour, je peux gagner 40 à 50 000, ça dépend. Les week-ends, nous avoisinons les 60, 70 000. Pour la sécurité des passagers, des mesures particulières sont adoptées dans cette agence. Déjà, nous avons la limite de vitesse qui va de 80-90 km. 80-90. Et aussi, nous passons nos chauffeurs au test d'alcool. On appelle ça alcotest. On passe le test de l'alcool à tous nos chauffeurs avant chaque départ. On passe les véhicules à la visite technique, au contrôle technique en tout cas. Une fois les bagages sanglés et les tickets vérifiés, les passagers prennent place dans le bus. Les vendeurs ambulants en profitent pour convaincre les indécis. Après quelques vérifications, le bus peut prendre la route et récupère au passage les retardataires. Un baiser de revoir et c'est parti pour 2 mois de congé bien mérités. Élection présidentielle ce dimanche à Sao Tomé et Principe. 111 000 électeurs sont appelés aux urnes et devront choisir parmi 5 candidats en lice. Du côté des favoris, il y a le président sortant Manuel Pinto da Costa, premier président de la République de cet État insulaire entre 1975 et 1991, avant de revenir au premier plan en 2011. Son plus farouche adversaire est Evaristo Carvalho, le candidat de l'alternance démocratique indépendante vainqueur des élections législatives en 2014. À Sao Tomé et Principe, le président de la République n'a qu'une fonction arbitrale, laissant au Premier ministre le pouvoir dirigeant. L'ancien premier producteur mondial de cacao, qui connaît une croissance de 4%, est pourtant surendetté et dépend à plus de 80% de l'aide extérieure. Beaucoup voteront à partir de Libreville au Gabon ou de Lisbonne au Portugal, où vivent la majeure partie des ressortissants sao-toméens. En Guinée, les pluies torrentielles qui s'abattent sur la capitale Conakry depuis mardi ont fait 6 morts. Des décès survenus suite à l'effondrement d'une habitation et à des noyades dans le quartier défavorisé d'Entna Nord. Les résidents et médias locaux font également état de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Pour certains habitants du quartier, la spéculation foncière et les pratiques véreuses de certains responsables locaux seraient indirectement responsables de ces pertes humaines, notamment la vente de terrains impropres à la construction ou inondables. Ce sont les jeunes qui m'ont tiré des décombres alors que les murs m'étaient tombés dessus. Je n'ai rien su. Je ne savais pas si j'étais mort ou pas. Les jeunes m'ont sorti de l'eau qui m'arrivait au niveau des hanches. Quand j'ai repris connaissance, je me suis arrêté et j'ai hurlé. Mes enfants sont à l'intérieur, mes enfants sont à l'intérieur. Mes 3 enfants. Rentrer dans la cour. Bon, le grand bâtiment et le petit bâtiment ici. Mais il y a eu beaucoup de dégâts dans le petit bâtiment ici. Parce que tout ce qu'on avait comme ustensiles de cuisine et tout ce qui était dans cette maison, tout est parti. Parce que le mur l'a cédé. Si le ministère en charge de la décentralisation et de l'aménagement des territoires veille sur la construction des populations dans une localité, le problème n'allait pas arriver à ce niveau. À l'international, la ville de Nice est encore sous le choc. Jeudi vers 23h, alors que de nombreuses personnes s'étaient réunies pour assister au feu d'artifice du 14 juillet dans la cité balnéaire française, un camion a foncé dans la foule. Le véhicule qui roulait à toute vitesse sur 2 km de la promenade des Anglais a créé un véritable mouvement de panique avant que des coups de feu ne se fassent entendre. Le dernier bilan du drame, confirmé en fin d'après-midi ce vendredi, fait état d'au moins 84 morts, dont 10 enfants et adolescents. 202 personnes seraient également blessées, dont 52 en état d'urgence absolue, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Oui, j'étais sur la prom, mais c'est les cris, c'est les paroles de mon fils qui a 7 ans qui m'a dit « Maman, regarde, il y a encore des pétards ». Et en fin de compte, c'était le camion qui était en train de... Enfin, c'est assez émouvant parce qu'on voyait les gens crier, qui nous disaient partez, partez, mais sur le coup on n'a pas capté. Et voilà, c'était des images, les gens qui criaient, qui pleuraient, des enfants. Et voilà, c'est les paroles de mon fils qui m'a beaucoup choquée. Nous étions à un concert de rock, donc vraiment où ça s'est passé. On a quitté le concert, on a traversé la promenade. Et arrivé sur le trottoir, la foule a hurlé, on voyait des gens partout courir et on s'est retourné à 3 mètres de nous, le camion était derrière en train de rouler, d'écraser plein de gens.
On a entendu des tirs aussi, donc avec le mouvement de panique de la foule, on s'est réfugié dans un immeuble. Une perquisition a eu lieu ce vendredi matin au domicile niçois du conducteur du camion abattu la nuit précédente. Il s'agissait d'un Français originaire de Tunisie. Le jeune homme âgé de 31 ans se nommait Mohamed Lawayej Boulel et était connu des services de police. Dans la journée, son ex-femme a été placée en garde à vue par les enquêteurs qui cherchent à établir les motivations du meurtrier, mais aussi à déterminer s'il a pu bénéficier de l'aide d'un complice. Après avoir réuni le Conseil de défense à Paris dans la matinée, le président français François Hollande s'est rendu à Nice pour présenter ses condoléances aux familles des victimes. Le plan d'urgence sera finalement prolongé en France au-delà du 26 juillet. Le plan Vigipirate a été rehaussé à alerte attentat dans les Alpes-Maritimes et 3 jours de deuil national ont été décrétés pour les 16, 17 et 18 juillet 2016. Après déjà plusieurs autres ces 5 dernières années, nous sommes devant un combat qui va être long parce que nous avons un ennemi qui va continuer à frapper tous les peuples, tous les pays qui ont les libertés comme valeur essentielle. Et c'est mon rôle, c'est ma responsabilité, ne pas me laisser détourner de l'engagement que j'ai pris au nom des Français, de les protéger, ne pas m'abaisser à je ne sais quelle outrance, excès, quand il s'agit de répondre et de répondre juste aux défis qui nous sont lancés, en y mettant tous les moyens nécessaires. L'attentat de Nice a provoqué une vague d'indignation dans le monde entier et de nombreux dirigeants ont adressé leur message de solidarité. En Afrique, le président de la Tunisie, dont était originaire l'assassin, a tenu à exprimer ses condoléances à l'ambassadeur français. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a lui signé le registre de condoléances pour les victimes de l'attaque à l'ambassade de France d'Abidjan, avant que la porte-parole du gouvernement ne s'exprime. J'ai tenu à me déplacer à la Maison de France pour vous présenter les condoléances au peuple français pour cet acte barbare dont il est victime encore une fois, et pour vous dire que les relations entre nos deux pays sont des relations d'amitié, de solidarité et de coopération. Et j'espère que cet attentat encore trouvera une France forte qui fera toujours face à ces attentats. Et j'espère que nous y arriverons un peu plus tard à coordonner mieux nos efforts et à faire face à ce terrorisme-là qui est le mal du siècle. Nous condamnons fermement cet attentat barbare qui, par-delà les nombreuses victimes occasionnées, est une atteinte aux valeurs fortes de liberté, d'égalité et de fraternité. Dans ce centre de formation, les apprentis footballeurs ont le droit de rêver. C'est même la devise de l'école. Située dans la campagne ghanéenne, la Right to Dream Academy accueille près d'une centaine de jeunes âgés de 9 à 15 ans. Les cours sont gratuits, mais les résultats en classe comptent autant que ceux sur le terrain. Et la discipline est de rigueur. Oui, vous avez vraiment besoin de discipline. Parce que le matin, il faut sortir, se lever très tôt, à 5h30. Et ensuite, on commence l'entraînement à 6h30 alors qu'il fait encore frais. Le terrain est humide, mais on doit faire avec. Le prix à payer pour réaliser le rêve, ici, mais surtout ailleurs. Aujourd'hui, le rêve pour un jeune footballeur est de jouer dans les grandes ligues, comme ils disent, les grands clubs européens. D'un côté, c'est triste parce que ça reflète l'état des championnats ici. Et de l'autre, il reste des joueurs africains. Depuis l'ouverture du centre, il y a 16 ans, une trentaine de joueurs sont devenus professionnels. La plupart évoluent en France, en Angleterre ou dans les pays scandinaves. L'académie se finance grâce à des sponsors, des dons privés, les bénéfices lors de la vente d'un joueur et les aides des anciens élèves. Mais hors des sentiers bien balisés de cette école, faute de structures suffisantes sur le continent, des milliers de jeunes Africains tombent dans les pièges tendus par les agents frauduleux.
Les agents les approchent, vous savez, et ils leur disent « On a des idées pour toi, on va t'emmener dans un club étranger. » Parfois, les jeunes partent et au final, ils n'ont même pas de club. Ils se retrouvent coincés dans la rue et se retrouvent obligés à faire la manche. C'est vraiment désolant. Ici, pas question de tout miser sur le football. À chaque vacances, les étudiants rentrent chez eux et doivent évaluer les besoins de leur communauté, monter un projet et récolter les fonds nécessaires pour le réaliser. Une école pour apprendre à rêver, oui, mais en gardant bien les pieds sur terre. C'est la fin de ce bulletin d'information du 15 juillet 2016. Bonne suite de programmes sur Vox Africa.